Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal. Nous allons commencer par l'appel des présents. Monsieur le directeur général des services. Bonjour. Monsieur Masquelier. Présent. Madame Chiodi. Monsieur Decart. Madame Delaunay-Quédomar. Monsieur Izepi. Monsieur Grillet. Madame Ramy. Monsieur Diard. Madame Lombard. Monsieur Sabi. Madame Auteur. Madame Blanc. Monsieur Debézieux. Madame Zucco. Monsieur Chiron. Madame Siffre. Monsieur Bonal. Madame Meyer. Madame Arnaud. Monsieur Boyer. Madame Jean Perrin. Monsieur Genoux. Monsieur Quédomar. Monsieur Girardin a donné pouvoir à Monsieur Masquelier. Madame Bezin. Madame Lopez. Monsieur Tibéry. Monsieur Moranval. Madame Marcandella. Monsieur Marty. Madame Jacot. Monsieur Pécoul. Monsieur Cordina. Madame Dubois-Mougin. Monsieur Chapon a donné pouvoir à Monsieur Tomasi, Monsieur Spinerny, Monsieur Tomasi, Monsieur Blanvillain et Monsieur Jean-Pierre. Merci. Donc le quorum est atteint. Convient, avant de commencer la séance, de nommer un secrétaire ou une secrétaire de séance. Madame Mercandella, vous êtes volontaire pour être secrétaire de séance. Parfait, personne ne s'y oppose. Donc, vous êtes... et oui, Madame Jacot, ce n'est pas toujours vous. Donc, ce sera Madame Mercandella cette fois-ci. Donc, vous êtes secrétaire de la séance. J'inviterai ensuite le conseil municipal à adopter les procès-verbaux des séances du 25 février ainsi que du 25 mars 2021. Les parapheurs ont été déposés à l'entrée. Vous les avez normalement signés, ainsi que la feuille de présence et la feuille d'émargement. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Donc le conseil municipal commence par deux délibérations qui ont déjà été adoptées au sein du conseil d'agglomération. Il faut que les conseils municipaux de chaque ville se prononcent s'agissant de modifications statutaires de la communauté d'agglomération Estérel-Côte d'Azur. Donc vous avez une première délibération qui porte sur un transfert de compétences de l'action sociale pour la création future d'un CIAS, donc un comité intercommunal d'action sociale pour lequel nous nous sommes fixés un délai pour définir le périmètre de l'intérêt communautaire et des actions qui seront à mener. Mais il est bien évident qu'un certain nombre de problématiques ne peuvent être examinées correctement sur le territoire d'une seule commune et nécessitent une approche beaucoup plus globale. Alors aujourd'hui, vous avez déjà un travail en commun qui est réalisé par les CCAS, mais néanmoins, avoir une instance commune permettra d'être plus efficace sur un certain nombre d'actions à délimiter, parce qu'il ne s'agit pas de créer de nouvelles structures qui viendraient se superposer sur des structures existantes pour créer un millefeuille plus complexe, mais simplement de pouvoir être le plus opérationnel possible, comme dans le domaine de la vaccination actuellement, où on constate que sur des sujets déterminés, évidemment, l'action est bien meilleure lorsqu'elle est menée en commun. La deuxième modification est également porte sur un point ponctuel, puisqu'il s'agit des bandes de recharge de véhicules électriques ou hybrides. Il vaut mieux le porter du point de vue de l'échelon intercommunal, et je dirais même plus, puisque nous avons un partenariat avec la communauté d'agglomération des pays de l'Airain, c'est-à-dire le bassin cannois, afin de pouvoir être plus nombreux, afin de réaliser des achats non seulement de meilleure qualité, mais également au meilleur coût. Voilà, donc ce sont les deux modifications qui vous sont proposées. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, je suppose que tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité.
La deuxième délibération, suite à ce transfert de compétences, porte plus précisément sur des modifications statutaires. Il s'agit aussi d'assurer la meilleure exécution du pacte de gouvernance sur lequel vous avez déjà eu l'occasion de vous prononcer. À partir du moment où des actions seront portées par la communauté d'agglomération, il faut évidemment adapter les statuts afin de pouvoir lui donner le pouvoir, la capacité à le mettre en œuvre et à agir. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Y a-t-il des votes contre? Pas de votes contre. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante sera rapportée par Monsieur Tibéri. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. L'agence Milestone, société de production événementielle, sportive et culturelle, est en charge de la production et de l'organisation de l'étape française concernant la 11e édition du Red Bull Cliff Diving World Series, championnat international de plongeon de haut vol reconnu par la Fédération internationale de natation. La dite agence a sélectionné la commune de Saint-Raphaël pour accueillir l'étape française du Red Bull Cliff Diving World Series 2021. L'organisation de cet événement nécessite la conclusion d'une convention d'organisation fixant les engagements respectifs des parties. Il est à noter que la ville de Saint-Raphaël a été retenue parmi des villes prestigieuses comme Acapulco, Bakou, Oslo, Mostar, Polignano, Abu Dhabi ou encore Auckland. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention d'organisation relative à la compétition internationale de plongeon de haut vol, autoriser Monsieur le maire à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Il va sans dire qu'outre une très belle compétition sportive de niveau international, ceci va nous donner une visibilité partout dans le monde, et il ne s'agit pas d'une exagération, puisque vous avez pu voir la notoriété médiatique de cet événement. C'est près de 300 millions de téléspectateurs sur les réseaux sociaux, sur également les images et les photos qui seront prises de Saint-Raphaël, et nous nous retrouvons au même rang par rapport à l'organisation de ce type de compétition de villes-mondes, des villes dont le nom est connu dans le monde entier. Donc ceci est évidemment extrêmement favorable, avec une marque qui elle-même est réputée mondialement et est un grand spécialiste de communication. Et donc tout ceci me semble extrêmement positif pour le territoire. Donc ce sera un événement sur lequel nous aurons nous-mêmes aussi à communiquer, et les retombées pour la ville vont être très importantes aussi bien en termes de nuitées ou encore en termes d'organisation d'événements. Donc il faut évidemment aller vers ce créneau qui est profitable pour tous. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je suppose que tout le monde est très favorable à cette délibération, donc qui est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Decart. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour. Depuis 2017, la ville porte une attention particulière à la jeunesse raphaéloise. Volonté affichée par notre maire en direction de la jeunesse, notamment par la création d'un conseil municipal des jeunes et des enfants, la mise en place d'une bourse au permis, les emplois saisonniers pour les bacheliers avec mention très bien, la création de l'Académie des sports. Sans oublier un espace jeunesse bénéficiant de locaux modernisés et attrayants. Dans la continuité, il vous est proposé de mettre en place un nouveau dispositif de carte jeune pour la jeunesse raphaéloise de 11 à 25 ans. Cette carte donnerait droit à une multitude de réductions facilitant la vie quotidienne et offrant l'opportunité de découvrir des activités dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs. Et j'en profite pour saluer et remercier toutes les équipes et tous les services qui ont travaillé en étroite collaboration pour la mise en place de ce nouveau dispositif, Monsieur le maire. Je vous en remercie. Effectivement, la jeunesse est une de nos priorités, non pas parce que nous faisons des distinctions entre les âges, dans la mesure où chaque catégorie mérite évidemment une attention toute particulière, mais du fait
d'un certain vieillissement de la population qui est dû aussi à un coût de l'immobilier qui est élevé. Nous devons être attractifs pour les plus jeunes et également pour que des ménages s'installent à Saint-Raphaël à travers cette politique de jeunesse qui passe aussi bien à travers la petite enfance que une offre la plus importante possible et gratuite pour l'accès à la culture et au sport. Et nous aurons aussi d'ailleurs très prochainement d'autres propositions à vous faire. Madame Ramy portera cette délibération sur la première licence jeune puisque c'était un élément de notre programme. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Pas d'observation. Tout le monde est favorable. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Lopez, la délibération suivante. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. La délibération porte sur la ville partenaire impériale dont la commune vient d'obtenir le label. Cela va se traduire par grand nombre de manifestations. Ça célèbre également donc le bicentenaire de la mort de Napoléon. Ce programme va se dérouler en plusieurs temps, débutant le 6 juillet jusqu'au 31 octobre. Une exposition permanente sera proposée au musée archéologique. Diverses associations, donc un appel à projet avait été envoyé donc à pas mal d'associations qui participent. Donc cette manifestation engage également donc le commerce puisque les restaurateurs, la ville va être donc toute mobilisée pour commémorer l'événement. Voilà, donc pourquoi ville partenaire impériale? Parce que nous n'avons pas de monument. Là, par exemple, Napoléon n'a pas habité à Saint-Raphaël. En revanche, je vous rappelle qu'en 1799, il est revenu donc d'Égypte et a débarqué donc dans la baie de Saint-Raphaël. Et le deuxième événement, malheureusement, c'est quand il a dû partir vers l'île d'Elbe. Voilà. Donc, à travers ce grand programme, donc, vous aurez annexé donc, tous les produits qui vont être commercialisés, aussi bien par tous les musées, par la ville, par l'office de tourisme. Vous avez donc également un visuel de communication. Et suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver le programme commémoratif associé à l'événement 2021 Année Napoléon, validé par la Fondation Napoléon, approuver la convention de prêt de collection par la direction des musées de Marseille, ici annexée, autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la dite convention, prendre acte de la première série de produits dérivés liés au label Ville partenaire impériale, tel que présenté en annexe, et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. C'est aussi un événement très important du point de vue localement. Ça montre que nous préparons également l'avenir et la sortie de la crise sanitaire avec de nouveaux événements. Et ça montre aussi tout le travail qui est réalisé au cours de ces derniers mois pour qu'on puisse être le plus opérationnel dès que possible. Et ça, c'était important. Et puis, du point de vue national, évidemment, Napoléon qui a parachevé une partie de la Révolution française et dont les bases mises en place structurent encore aujourd'hui notre société, que ce soit le Code civil de 1804, le Code de commerce, le Code pénal, que ce soit également les départements, l'école polytechnique, la Cour des comptes, le Conseil d'État également, ou les préfets. Donc toute cette structure est héritée de Napoléon. Alors c'est une période aussi qui a eu ses excès. Certains se lancent dans un anachronisme et vous avez des polémiques qui sont lancées, mais il faut aussi le rapprocher par rapport à ce qui était acceptable dans une époque donnée, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui, à l'époque, c'est de grands progrès aussi qui ont été accomplis grâce à Napoléon dans une Europe qui était aussi très loin d'être démocratique, qui était sous la coupe de souverains absolus
et c'est un vent de liberté, le vent de liberté de la Révolution française, qui était aussi diffusé dans toute l'Europe grâce à Napoléon. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir aussi approuver ces événements donc, qui seront mis en place à travers toute la ville à compter du mois de juillet. On l'anticipe. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, tout le monde est d'accord? Parfait, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour votre travail, Madame Lopez. Monsieur Decart. Depuis 3 ans, la ville s'est engagée sur une politique volontariste en faveur des arts urbains. Un musée à ciel ouvert recensant près de 15 œuvres d'art depuis 2018 et à travers le festival Résonance urbaine qui est sur sa 4e année en 2021. Pour aller plus loin, nous souhaitons développer un nouveau dispositif, un mur destiné à l'expression libre, accessible à tous dans le respect de la réglementation en vigueur, du voisinage, de la propreté des espaces et de la sécurité. Il faut préciser que ce mur sera dédié à l'apprentissage et d'initier des apprentis et artistes et de faire de la pédagogie, des activités pédagogiques sur le temps scolaire. Le mur est situé, vous avez sur votre délibération la photo qui met en avant le mur 10 rue du stade près du gymnase Victor Sergent. Vous vous apercevrez qu'il se trouve dans une situation assez délicate et dramatique sur son aspect physique, afin que ce projet sera également mené avec le conseil municipal des jeunes, et ça a été l'une des premières suggestions qui a été mise en avant lors de la mise en place des commissions avec le conseil municipal des jeunes. Donc il y aura toute une politique qui s'articulera pour sensibiliser la jeunesse, et ça sera le levier pour le conseil municipal des jeunes d'être les ambassadeurs de ce mur d'expression qui sera en complément de toute la politique culturelle que nous mettons en place pour l'art urbain. Vous êtes invités à approuver l'aménagement et le règlement de ce mur d'expression. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Poursuivez. Aspect promotionnel pour le musée Louis de Funès. Il vous est proposé sur cette délibération de développer un partenariat avec la SNCF afin de promouvoir le musée auprès des voyageurs ferroviaires. Tarifs préférentiels que nous proposons auprès des différents titres de transport TER sur les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, avec une contrepartie sur la promotion du musée sur leur site, sur leur distributeur via une campagne de publipostage électronique, une visibilité supplémentaire que nous mettons en place. Et je tiens à rappeler que sur le précédent conseil municipal, il était question d'approuver une délibération avec le comité régional du tourisme de la Côte d'Azur. Merci beaucoup. Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. La suivante qui concerne également la promotion du musée de Funès, Monsieur Decart. Également sur cette délibération, il est question d'approuver un contrat de prêt d'œuvre à la ville de Saint-Tropez pour leur exposition en quête insolite, la gendarmerie d'hier à aujourd'hui. C'est une tenue d'une gendarmette qui sera exposée au musée de la gendarmerie et du cinéma, avec une contrepartie qui est surtout sur la visibilité du musée Louis de Funès à Saint-Tropez à travers ce partenariat. Il est certain que le partenariat avec la ville de Saint-Tropez doivent se développer à propos du musée de Funès, dans la mesure où presque naturellement ils auraient eu vocation à l'accueillir. Ils ont manqué cette occasion, donc nous avons eu cette opportunité d'avoir le musée de Funès, mais la ville de Saint-Tropez étant aussi identifiée et ayant un musée de la gendarmerie, des partenariats comme celui-ci, mais encore comme d'autres, on réfléchissait, ou on avait réfléchi à une époque, il faudra le réactiver avec la nouvelle maire de Saint-Tropez, Madame Siri, pour avoir peut-être des billetteries communes, avoir des offres groupées, avoir des propositions de transport qui puissent être
être renforcée. Et là encore, je crois que la ville de Saint-Raphaël a tout bénéfice de pouvoir travailler avec la ville de Saint-Tropez et de se faire accompagner également par rapport à la notoriété mondiale dont bénéficie cette petite commune. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Decart. Oui, sur cette délibération, il vous est demandé d'enrichir les mémoires et des carrières et de poursuivre l'histoire du Dramont. Nous vous proposons de publier un ouvrage intitulé Mémoires des carrières. Et à cet effet, vous trouverez donc sur cette délibération les conditions et sa commercialisation par la ville. Alors ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une politique globale qui consistait à mettre en valeur les villas Belle Époque, à produire aussi différents ouvrages sur des personnages de Saint-Raphaël, sur l'Estérel, pour mieux le faire connaître, afin que chacun puisse s'approprier l'histoire de la ville. Je vous rappellerai qu'il n'y a plus que 10% de natifs et qu'il est important donc que chacun puisse connaître et faire l'apprentissage d'une ville dans laquelle il puisse vivre, que ses habitants puissent être également fiers de cette histoire. Et je crois que cette valorisation de la ville, de l'image de la ville et de son histoire font partie aussi de nos responsabilités d'élus. Y a-t-il des observations sur ce sujet? Pas d'observation, tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Je tiens à remercier aussi le Cercle Dramontois qui est très investi dans... Je remettrai tous mes remerciements à Monsieur Zouko pour son action et son investissement justement pour la valorisation des carriers, parce que j'ai déjà pu apprécier lors d'expositions ce qui avait été mis en place. On a le chemin des carriers aussi qui est très intéressant et même qui est assez remarquable. Et ce sont des centaines d'heures qui sont passées justement pour ce travail. Et je tenais à ce qu'on puisse officiellement aussi lui faire part de nos remerciements. Monsieur Decart, délibération suivante. Sur cette délibération, il est question d'approuver la convention cadre entre le Casino Barrière et la ville pour l'organisation de manifestations culturelles et d'exonérer le solde de l'exercice 2019-2020 suite à la crise sanitaire. Par ailleurs, les deux parties ont souhaité revoir les modalités de leur partenariat pour l'organisation de manifestations culturelles et d'animation, à savoir que le Casino sollicite que certaines manifestations puissent également et ponctuellement être organisées dans l'enceinte du casino, notamment avec la rénovation et l'agrandissement de ce casino et ce magnifique rooftop qui se situe face au Vieux-Port. La révision des modalités de ce partenariat permet également de flécher l'Estérel Arena parmi les lieux susceptibles d'accueillir ces manifestations, notamment dans notre cadre, dans l'organisation de concerts d'ampleur sur Estérel Arena, qui devrait repartir vraisemblablement d'ici la fin de l'année. Suite à cet exposé, vous êtes invité naturellement à approuver la convention cadre. Voilà, rénovation très importante du Casino Barrière qui arrive quasiment à sa fin, et il faut indiquer qu'on a eu de la chance que les travaux aient commencé aussi avant la crise de la Covid, car il n'aurait pas été évident que le groupe Barrière poursuive cet investissement. Donc, par rapport donc, à ces nouveaux bâtiments, une réorganisation aussi de leur activité interne, eh bien, il semblait utile aussi qu'on puisse réfléchir sur le réaménagement des spectacles, une meilleure utilisation aussi de la salle Félix Martin. Ça permettra aussi de conserver des spectacles en centre-ville, et ça, c'était demandé par les restaurateurs, par les bars, qu'on continue à avoir cette activité qui est demandée. Et ça va nous permettre, comme l'a dit M. Decart, de pouvoir optimiser l'Estérel Arena pour d'autres types de manifestations. Donc c'est la complémentarité des salles municipales. Donc je crois que c'est dans le cadre d'une réorganisation aussi des différentes activités culturelles qui va dans le sens de l'intérêt de la ville. Tout le monde est d'accord?
Pas d'observation, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Isepi. Oui, bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Dans cette question numéro 11, il vous est demandé d'exonérer des loyers dus au titre du préavis de la SASU Madine, gérée par Madame Amandine Murgia. En août 2020, elle nous a informé d'une hospitalisation en urgence nécessitant une convalescence de longue durée et l'empêchant de reprendre son activité. En courrier du mois de février 2021, elle confirme son incapacité définitive de rouvrir son commerce. Donc il vous est demandé dans cette question de l'exonérer des loyers dus du 1er janvier au 31 mars 2021, à savoir une somme de 2167,86 €. Je rappelle qu'Amandine Murgia n'a jamais eu de retard de paiement dans ses loyers, a toujours participé au dynamisme et à l'animation de la place Victor Hugo. Voilà, dans cette question, il vous est demandé d'approuver le préavis, d'approuver l'exonération et dire que l'exonération fera l'objet d'une inscription budgétaire correspondante pour la somme de 2167,86 €. Je crois que tout est dit, ça me paraît tout à fait normal, la proposition qui est faite. Donc, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Isepi. Dans la question numéro 12, il vous est demandé d'adopter les tarifs pour le marché nocturne qui donc aura lieu, comme toutes les années, sur la promenade de l'Âtre de Tassigny du 1er juillet au 2 septembre, rassemblant des commerçants, artisans, artistes peintres. Les tarifications, vous les avez en dessous. Sur un stand de 4 mètres linéaires, présence tous les soirs, vous êtes à 660 € par mois. Stand de 6 mètres linéaires, présence tous les soirs, donc 840 € par mois. Pour le mois d'août, les tarifs varient à 638 € pour le 4 mètres linéaires et 812 € pour le 6 mètres linéaire. À ce jour, nous avons plus de 55 demandes pour le marché nocturne, ce qui est une bonne chose puisque c'est déjà plus de personnes qui veulent venir sur le marché que la saison 2020. Voilà, vous est demandé de fixer les prix et de les approuver. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations sur cette question? Non, pas d'observation. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Monsieur Isepi. Dans cette question, il vous est demandé de procéder au remplacement de Monsieur Christopher Pécoul, membre du comité de direction de l'Office de tourisme de Saint-Raphaël. Le comité de direction de l'Office de tourisme est composé de 11 représentants du conseil municipal, pour autant de suppléants, et de 10 représentants des professionnels du tourisme, pour autant de suppléants, vous l'avez bien compris. Le comité de direction se réunit tous les 2 mois environ. Sa mission est de mettre en place la politique touristique de la ville, assurer l'accueil et l'information des touristes de notre destination, assurer la promotion touristique de Saint-Raphaël en partenariat avec Estérel Côte d'Azur et l'ADT Tourisme, transformer ce potentiel en clients et générer de l'activité pour la collectivité et les entreprises de la ville. Apporter son concours à l'organisation et la réalisation d'événements et d'animations tout au long de l'année, commercialiser le tourisme d'affaires bien sûr, être à l'écoute et accompagner les acteurs du tourisme, ce que nous faisons quotidiennement, de notre ville et bien d'autres choses. À aucun moment les membres du comité de direction ou de l'équipe de l'Office de tourisme ne doivent se détourner de ces missions, surtout en cette période de crise sanitaire, si compliquée pour le monde du tourisme et l'ensemble de l'économie de notre territoire. L'ensemble de ce travail effectué par l'équipe de l'Office de tourisme tout au long de l'année permet d'avoir à Saint-Raphaël une office de tourisme classée en catégorie 1, ce qui nous permet d'accéder au classement en station de tourisme qui constitue au niveau national la reconnaissance d'un accueil d'excellence. Le 5 avril dernier, M. Pécoul a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux d'une altercation sur la voie publique, dénigrant au passage la ville de Saint-Raphaël et son ambiance habituellement calme, de même dans la presse les jours suivant l'altercation. Je rappelle la charte de l'élu local que nous avons tous actée lors du premier conseil municipal de cette mandature le 23 mai dernier. En son alinéa 2, vous êtes engagé à poursuivre le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. En faisant un écho polémique de cette altercation, M. Pécoul semble vouloir créer un climat de peur et salir l'image de notre ville à la veille d'une saison touristique que l'ensemble des acteurs économiques de Saint-Raphaël attendent avec impatience
à l'issue de ce troisième confinement et qui s'avérera crucial pour beaucoup d'entre eux. Au travers de votre poste, vous mettez en difficulté l'ensemble du travail de promotion que nous effectuons depuis des mois avec l'équipe de l'Office de tourisme. Vous envoyez une image négative de notre destination aux touristes. Vous mettez aussi en difficulté le travail d'accompagnement auprès des professionnels, et ce depuis le début de la crise qui a commencé au lendemain des dernières élections municipales, il y a maintenant plus d'1 an. Pour finir, dans l'alinéa 6 de la charte de l'élu local, vous vous êtes engagé à participer avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles vous vous êtes désigné. Or, depuis le 21 juillet 2020, jour de l'installation du comité de direction de l'Office de tourisme, vous n'avez pu assister à aucune réunion statutaire ou de travail en commission. Vous étiez donc absent des comités de direction du 3 novembre reporté au 15 décembre 2020 suite au deuxième confinement, du 26 février 2021 et du 14 avril 2021 où seul votre suppléant a participé. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la perte de la qualité de membre titulaire élu du comité de direction de l'Office de tourisme de M. Christopher Pécoul, de désigner un élu titulaire en remplacement et, si nécessaire, le cas échéant, un membre suppléant pour siéger au sein de l'Office de tourisme. Il est rappelé qu'il est voté au bulletin secret lorsqu'il a lieu de procéder à une nomination ou une présentation, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder. En outre, si une seule candidature a été présentée, après appel de candidature, la nomination prend effet immédiatement. Voilà, il vous est demandé donc de vous prononcer sur la perte de qualité de membre titulaire du comité de direction de M. Christopher Pécoul. Décider de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour procéder au remplacement d'un membre assiégé au comité de direction de l'Office de tourisme. Désigner un membre titulaire et, si nécessaire, le cas échéant, un membre suppléant pour siéger à cette même office. Voilà, merci. Merci, Monsieur Zépi. C'est un excellent rapport. Je n'aurai rien à rajouter pour ma part. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Pécoul. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers collègues. Je prends bonne note de votre décision, Monsieur le maire, même si je la regrette, car cette ouverture était gage de décision partagée. Voilà. Très bien. Ben, ce ne sera pas ma décision, ce sera celle du conseil municipal. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations. Donc, je vous appelle à vous prononcer en deux temps. Donc, y a-t-il des votes contre la perte de la qualité de membre de M. Christopher Pécoul au sein de l'Office de tourisme? Pas de vote contre. Des abstentions? Une abstention. M. Tomasi. M. Pécoul, vous abstenez? D'accord. M. Jean-Pierre aussi, je suppose. Donc, il y a 3 abstentions. Et la deuxième partie de la délibération portait sur la décision de ne pas procéder au scrutin secret dans la mesure où il n'y aurait qu'un candidat qui se présenterait afin de remplacer M. Pécoul, qui serait M. Genoux, et M. Cordina deviendrait suppléant. Tout le monde est d'accord pour qu'il n'y ait pas de vote à scrutin secret? D'accord. Tout le monde est d'accord avec cette proposition? Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Donc une abstention, M. Pécoul et M. Jean-Pierre. La délibération est rapportée. Je vous en remercie. Madame Blanc, délibération suivante. Monsieur le maire, chers collègues, bonjour. Cette délibération porte sur la création d'un périmètre d'intervention foncière du Conservatoire du littoral. Alors, il consiste donc à avoir un périmètre de 757,5 hectares sur lequel le Conservatoire du littoral pourra intervenir sans disposer d'un droit de préemption ou de priorité. Le Conservatoire du littoral mène une politique foncière ayant pour objet la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques, la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels. À ce jour, dans ce secteur, ce sont 79 sites qui sont protégés. Donc nous vous demandons aujourd'hui d'émettre un avis favorable à la création d'un périmètre d'intervention foncière au profit du Conservatoire du littoral ou de sa délégation. Je vous en remercie. Donc cette délibération sera en cohérence aussi avec celle qui vous sera présentée ultérieurement sur la révision du PLU. Il s'agit donc de renforcer encore la protection de certaines parties importantes du territoire avec un partenariat avec le Conservatoire
du littoral, donc sur un secteur significatif entre Boulouris et Aguet. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Oui, Monsieur Tomasi. Oui, juste une question. C'est le conservatoire qui fait la demande dans ces cas-là ou c'est la ville qui a proposé C'est la ville qui propose. C'est la ville oui, qui tout à propose, fait. d'accord. C'est dans notre programme électoral d'ailleurs. Je réponds. C'est sur la proposition qui a été faite. C'est une des propositions que nous avions développées lors de la campagne électorale et donc on a bien entendu pris contact avec le conservatoire du littoral pour donner suite. Donc, Très bien. Donc, vous êtes pour la délibération? D'accord, pas d'opposition, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante, Madame Lombard. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération porte sur la prescription numéro 2 du PLU. En effet, le principe du lancement d'une nouvelle révision du PLU a été soumis au conseil municipal le 11 décembre 2020 et a été voté à l'unanimité. Nous savons combien nos concitoyens sont attachés à leur territoire et à la préservation de celui-ci. À leur écoute et à leur service, la municipalité s'est engagée à une révision du PLU. Cette révision est essentielle pour la préservation de l'identité urbaine, architecturale et naturelle de la ville. Elle prendra en compte des évolutions en matière d'urbanisme, d'aménagement et aura pour objectif une protection renforcée du patrimoine bâti et naturel et du cadre de vie, tout en laissant place à une évolution nécessaire de la ville. Seront intégrés aussi dans cette révision des outils en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il convient donc aujourd'hui de lancer la procédure de prescription de cette révision. Concernant les modalités de la concertation, la commune s'engage à maintenir tout au long de la procédure l'exigence d'une participation la plus large des acteurs concernés et des citoyens. Par une information dispensée de manière régulière par la presse locale et le journal municipal, sur le site internet de la commune, par l'ouverture de registres d'avis disponibles en mairie centrale et dans les bureaux municipaux, la mise en disposition des documents validés au fur et à mesure de l'avancement de la procédure et des réunions publiques d'information et de débat avant l'arrêt du projet par le conseil municipal. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les objectifs poursuivis par la commune à l'occasion de cette révision, approuver les modalités de la concertation et inscrire au budget de l'exercice considéré les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à cette révision. Tout à fait, donc ça se poursuit ça se situe plutôt dans une plus grande protection de notre patrimoine, donc des mesures renforcées dans le cadre du PLU. Nous avions commencé en novembre 2018, nous étions néanmoins tenus par un PADD qui avait été voté en 2015, donc aujourd'hui nous souhaitons aller beaucoup plus loin dans les objectifs que vous avez fixés, que ce soit des objectifs tenant à la qualité des constructions et tenant compte notamment des nouveaux impératifs relatifs à la transition énergétique et puis une meilleure préservation aussi de notre patrimoine, de notre cadre de vie. Ceci est à mettre en parallèle avec le projet de SPR, avec les OAP aussi qui sont mises en place. Donc ça fera l'objet aussi d'une très large concertation de nos concitoyens, mais c'est une mesure qui est demandée. Entre-temps, il y aura des mesures de sursis à statuer qui pourront bien entendu être ordonnées si certains projets allaient manifestement en contradiction par rapport à ces objectifs. Et c'est important parce que c'est l'héritage que nous laisserons aussi au cours des prochaines décennies. C'est de dire que nous préservons aussi une ville jardin, une ville qui s'est développée par quartier et que nous ne cédons pas aussi aux impératifs qui sont souvent imposés par l'État et qui visent à toujours plus de renouvellement, toujours plus de
de densification et de construction. Donc Saint-Raphaël doit être préservé et c'est l'objectif qui est assigné à cette révision du PLU que vous allez porter au cours des 2 prochaines années, parce que c'est bien entendu un travail de longue haleine. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Monsieur Cordina, je vous en prie. Oui, une simple observation, Monsieur le maire. Tout simplement, les objectifs définis dans cette délibération pour la révision du plan local d'urbanisme répondent effectivement aux aspirations de la population dans différents domaines. L'urbanisation de notre ville qui est nécessaire, hein, tout en préservant l'identité des quartiers, ce qui n'empêche pas effectivement de densifier où cela est possible pour diversifier notamment l'offre de logement. Et c'est là où il faut effectivement travailler au niveau du quartier, de l'îlot, voire même de la rue. La préservation du patrimoine de la ville, qu'il soit architectural ou naturel, l'Estérel et le littoral en sont 2 éléments majeurs. La végétalisation des espaces publics, comme vous l'avez déjà dit, pour la qualité de vie des habitants et pour l'attrait touristique. Et le développement de la concertation, bien entendu, c'est un moyen pour y arriver auprès des habitants sous les différentes formes que permet la démocratie participative. Voilà, nous approuvons donc pleinement les différents objectifs ainsi définis. Je vous en remercie. Pardon. Ce nouveau PLU aussi vient en appui au SPR, qui va faire émerger justement l'identité profonde de Saint-Raphaël. Et par le biais de ce PLU, nous pourrons justement retrouver une identité qu'on avait perdue au fil des années. Oui, y a-t-il des observations? Monsieur Tomasi? Oui, je voulais dire que vous avez parlé de la densification et donc des nouvelles règles de l'État qui obligeaient à cette densification. On se réjouit des objectifs, Madame Lombard, de ce PLU, mais la densification qu'on constate actuellement et qui n'est pas arrêtée, elle n'est pas due à la densification voulue par l'État. Elle est due surtout à une extension encore plus importante de résidences qui seront majoritairement des résidences secondaires. On est à presque 48% de résidences secondaires et je pense que ça, c'est un des objectifs qu'il faudrait aussi poursuivre, se dire comment on pourrait rendre la ville à ses actifs et comment on pourrait rendre la ville à des gens qui effectivement y vivent. Alors, vous savez également, c'est un des sujets les plus compliqués, l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme. C'est parce que chacun peut se mettre évidemment dans des postures, c'est quelque chose qui peut être facile. Il y a des intérêts contradictoires à concilier, puisque comme j'ai souvent comme habitude de le dire, et je crois l'avoir déjà évoqué devant vous, c'est que la même personne peut se retrouver dans plusieurs situations en même temps. Vous pouvez être acheteur, vendeur et voisin concomitamment par rapport à une opération qui peut être donnée et avoir des intérêts contradictoires. C'est ce que rencontre chacun de nos concitoyens. Ça peut vous arriver aussi. Votre maison, vous pouvez chercher à la vendre au meilleur prix. C'est quelque chose qui est normal. C'est je dirais, le respect de votre droit de propriété. Et je crois que vous n'irez pas rechercher les motivations de votre acquéreur. Si un jour vous vendez votre bien, de savoir si ça va être une résidence principale ou une résidence secondaire. Donc le critère que vous nous donnez me semble quand même assez délicat à mettre en œuvre, de décider de manière autoritaire quelle pourra être l'affectation d'un bien. Je crois qu'on est aussi dans un pays de liberté et qu'il appartient à chacun donc de décider si il l'utilisera à titre de résidence principale ou de résidence secondaire, étant précisé que beaucoup de Raphaélois sont d'abord venus dans le cadre d'une résidence secondaire avant de choisir la ville comme lieu de résidence principale. Donc vous voyez, c'est véritablement donc un projet qui est complexe. Vous y serez bien entendu associé. Madame Lombard l'a bien évoqué, ou Monsieur Cordina aussi. C'est une approche quartier par quartier, presque lot par lot. Et je souhaite que mon service de l'urbanisme soit entièrement mobilisé et de manière prioritaire sur ce projet. Donc je vous invite d'y participer de manière le plus constructive possible. On peut parfois dénoncer certains projets, on peut montrer des photos d'arbres qui sont coupés. Effectivement, quand il y a des projets immobiliers, on coupe
des arbres, mais néanmoins, alors il faut aussi nous montrer là où on peut construire et là où on peut renouveler. C'est-à-dire qu'il faut aussi assumer ses responsabilités. Et ce que je vous demanderai, c'est dans le dialogue entre une majorité et une minorité, que vous nous indiquiez aussi, et j'avais évoqué ce sujet, où on peut construire. Parce qu'on ne peut pas aussi, d'un côté, vous comprendrez, venir nous reprocher de ne pas construire assez de logements ou de logements sociaux et de se prévaloir de l'appui de la Fondation Abbé Pierre pour dire, ben voilà, le maire, il veut faire évoluer ça vers une ville de riches, il est contre le logement social. Et puis d'autre part, venir nous dire aussi, on ne construit pas, étant précisé aussi que la construction de logements sociaux, vous savez que c'est des opérations mixtes aussi. Vous n'avez pas que du tout privé ou du tout social, parce que vous ne trouvez pas non plus de constructeurs. Dans le projet que vous avez approuvé de 200 logements à l'aspect, sur lequel nous aurons l'occasion de délibérer à propos du défrichement, il faut savoir qu'il y avait aussi plusieurs offres qui ont été proposées. Vous aviez une offre qui a été proposée par un grand groupe bancaire. Et cette offre n'a pas été retenue par rapport à celle qui avait été proposée par ICAD, notamment parce que nous n'avions pas souhaité que les biens soient majoritairement vendus par un système de défiscalisation. Parce qu'on savait que si c'était vendu par de la défiscalisation, eh bien, on aurait évidemment des biens avec des loyers qui seraient plus élevés, parce qu'il fallait évidemment fournir un loyer pour permettre aux propriétaires donc, de rembourser son emprunt. C'était des biens qui étaient achetés un peu plus cher et qui n'auraient pas été réservés aux Raphaëlois. Donc on a préféré le projet d'ICAD, où là, vous aviez non seulement des logements sociaux, mais vous aviez également des logements pour actifs, donc pour permettre aussi aux plus jeunes d'accéder à la propriété. Donc moi j'accepte tous les débats sur cette question, à une seule condition, c'est qu'on soit tous de bonne foi. C'est qu'on soit tous de bonne foi dans le cadre de l'argumentation et qu'on se garde aussi des slogans ou des postures. Alors, juste pour... vous venez de donner une indication intéressante, c'est que le choix que vous avez fait, justement, il va dans le sens de privilégier le logement pour les actifs. Donc ça veut dire que la politique municipale, quand elle est bien orientée, et d'ailleurs on a voté ce projet, elle peut aller dans le bon sens. Et donc on sera constructif, on sera participatif, et donc j'ai participé récemment à la commission d'urbanisme, et on apportera les éléments de bonne foi que nous portons et que notre liste porte. Voilà, parce que quand vous avez des constructions sur des parcelles individuelles ou le regroupement de 2-3 parcelles qui donnent l'objet d'un petit collectif, c'est aussi le respect du droit de propriété. Et comme je vous le disais, l'affectation d'appartements telle qu'elle est voulue après par le propriétaire, nous n'avons pas de contrôle. Et heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas de contrôle. Vous imaginez dans quel état on serait si on se mettait maintenant à contrôler l'affectation des logements par les propriétaires. Donc c'est sur ça. Ce qu'on a dénoncé, ce que vous citez, c'est l'abattage par exemple d'un chêne de 200 ans pour faire un chemin d'accès, alors que peut-être on aurait pu s'y prendre autrement qu'en faisant table rase de ce qui existait. Donc je pense qu'on peut, dans ce cadre-là, améliorer les choses, et j'en ai parlé avec votre directrice de l'urbanisme. Je pense que les dispositions qui vont être prises vont dans le bon sens. Je vous en remercie. Et après, sur des arbres, eh bien, il y a des arbres qui doivent être coupés. Vous avez vu le grave accident qui est survenu sur la route de Valescure il y a quelques semaines. C'était un arbre aussi qui avait plusieurs décennies. Eh bien, ces arbres s'entretiennent. Donc vous avez aussi, c'est pas parce qu'un arbre est centenaire bien que dans certains cas vous ne pouvez pas procéder à son arrachage. Par contre, ce qu'il faut, et là on peut s'y retrouver, c'est qu'il faut replanter des arbres de manière régulière, et nous avons d'ailleurs prévu près de 300 plantations de nouveaux arbres chaque année, et pas des arbres squelettiques. J'ai également indiqué qu'il fallait que lorsque vous avez un arbre qui est abattu, il faut un arbre qui soit sensiblement de diamètre équivalent lorsque c'est possible, bien évidemment. Le centre de loisirs de Valescure, on avait également plusieurs projets qui étaient possibles. Là, je vous évoque un sujet municipal sur lequel vous avez déjà eu l'occasion de délibérer. Eh bien, on a choisi aussi de privilégier un projet
qui conserve la Pinède existante, c'est-à-dire une construction sur l'assiette déjà construite et existante, en mettant comme prescription justement que les arbres qui se trouvent sur cette parcelle soient conservés. Donc il y a une véritable volonté, c'est ça le sens de mon propos. Il peut arriver que de temps en temps vous ayez des situations qui peuvent échapper. On n'est pas dans un état totalitaire, on n'est pas en Chine, je n'ai pas un contrôle social sur chacun des individus, et heureusement, mais en ce qui concerne notre volonté politique, elle est très claire, elle est affirmée, elle est dans cette délibération, et les instructions qui sont données au service de l'urbanisme sont tout aussi claires quant à la mise en œuvre de ce projet, car nous sommes bien conscients qu'il s'agit de la volonté de la très grande majorité des Raphaélois. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, pas d'abstention. Oui, vous abstenez? Donc 2 abstentions, M. Pécoul et M. Jean-Pierre, sous ces 2 réserves. Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie, Madame Lombard. Et vous allez rapporter la délibération suivante. Cette délibération concerne la désaffectation et le déclassement de parties de terrains communaux à Boulouris. Le domaine public est incessible. Or, à Boulouris, un riverain a empiété sur ce domaine public. Pour régulariser cette partie de terrain de 75 mètres carrés et le céder, la commune doit le désaffecter et le déclasser. Le conseil municipal doit donc constater la désaffectation et prononcer le déclassement. Oui, il s'agissait d'un dossier ancien qui remonte à plusieurs années, que nous avions déjà évoqué sous l'ancienne mandature. Donc, je crois que nous en arrivons au bout. Donc, c'est permettre une régularisation d'une situation tout en garantissant évidemment les intérêts de la commune. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, pas d'observation, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Lombard. Donc c'est la suite, la cession de la partie de ce terrain communal dont nous venons de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement peut enfin être cédée à Madame Pelluchon. Le 16 mars 2021, France Domaine a émis une estimation fixant la valeur vénale à 5 250 € hors taxe. Il convient donc d'approuver la cession à Madame Pelluchon pour un montant de 5 250 € hors taxe, sachant que les frais de géomètre seront à la charge de l'acquéreur, ainsi que la modification de sa clôture. Merci beaucoup. Donc, je suppose que tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. Cette délibération concerne aussi une désaffectation et un déclassement du domaine public réservé à la distribution électrique. Il s'agit du distributeur de billets du Dramont. En février 2021 a été actée la restitution par Enedis de cette parcelle. Dès lors, la commune désormais propriétaire de ce bien doit procéder à sa désaffectation et à son déclassement, afin de pouvoir effectuer les travaux pour accueillir ce distributeur de billets. Le conseil municipal doit donc constater la désaffectation et prononcer le déclassement. Là aussi, près d'1 an et demi à 2 ans pour mettre un distributeur de billets. Je suppose que tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc, délibération suivante. Cette délibération concerne une demande d'autorisation de défrichement au Petit Défend. En décembre 2020, le conseil municipal a approuvé la cession de parcelles à ICAD Promotion pour un projet immobilier. À ce titre, des demandes administratives doivent être déposées, particulièrement pour le défrichement de cette zone. N'étant pas encore propriétaire, le compromis devant être signé dans les semaines à venir, le conseil municipal est invité à autoriser ICAD Promotion à déposer au nom de la commune les demandes administratives nécessaires. Tout à fait. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Tomasi, je m'en doute, puisque c'est du défrichement. Donc, Pas seulement, non, c'est simplement, je me demande si c'est les travaux qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours. On n'a pas voté encore la délibération. Il me semble que le défrichement est déjà fait, donc c'est pour ça que je voulais intervenir. Non, je crois qu'il y a une partie à opérer encore.
suivant la Ça dépend nature des du parcelles. projet. Elle reposera en grande partie sur le terrain de football, puisque c'est ce que j'avais souhaité, afin que ça impacte le moins la zone qui est boisée, mais il me semble qu'il y a une partie du projet pour lequel il y a encore lieu de demander les autorisations. C'est la raison pour laquelle on vous propose cette délibération. Oui. Y a-t-il des observations? Non, pas d'autres. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Lombard. Cette délibération concerne la prolongation du délai de signature de la promesse de vente SNC Villa Mauresque. Sur ces parcelles, il y a 2 projets, la création d'une école hôtelière sur des terrains vendus par la CAVEM et création de logements pour étudiants sur des terrains communaux. Le conseil municipal a approuvé en septembre 2020 la cession de parcelles au Petit Défend au profit de la SNC Villa Mauresque afin de réaliser des logements destinés aux étudiants de la future école hôtelière. Compte tenu de la carence en logements sociaux et à la complexité administrative rencontrée au montage de cette opération, la signature n'a pu être concomitante avec le premier projet. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la prorogation du délai de la signature de la promesse de vente pour 6 mois à partir du 21 mai 2021. Oui, donc c'est un projet qu'on fait avancer, un projet important, bien que il soit privé, mais de la mandature. Donc il s'agit de l'implantation de cette école hôtelière avec 300 étudiants. Vous avez déjà eu l'occasion de vous prononcer sur cette question. Il s'agit d'une délibération d'application. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Madame Lombard, pour conclure des délibérations d'urbanisme. C'est un avenant à la convention du projet urbain partenarial. Un projet urbain partenarial a été approuvé par délibération en octobre 2019, fixant une enveloppe et nature de travaux à prendre en charge par les signataires. Suite aux inondations de 2019, il a paru prioritaire de traiter la problématique pluviale de ce secteur. Il est donc proposé un avenant inscrivant à la place de la réfection des trottoirs le réaménagement du réseau pluvial. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cet avenant. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Thiaudy. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Par cette délibération, il vous est proposé la modification du tableau des effectifs qui prend en compte la poursuite de la structuration de l'administration d'une part, et d'autre part la validation d'un renforcement des mutualisations avec Estérel Côte d'Azur Agglomération, issu du pacte de gouvernance nouvellement validé. Les postes ciblés sont axés sur la direction des services techniques, qui a donné lieu à un appel à candidature selon les règles de la procédure de recrutement et pour laquelle le candidat retenu est titulaire du grade d'ingénieur en chef hors classe, d'où création de ce poste, et sur la direction de la communication mutualisée à 50-50 entre les 2 institutions, pour laquelle la candidature va être lancée avec publicité réglementaire selon les règles imposées. Vous êtes donc invité à approuver. Oui, ici encore, c'est une délibération qui vise à mettre en place les équipes à travers le choix d'un directeur technique pour mettre en œuvre l'ensemble des projets qui ont déjà été évoqués, dont vous avez connaissance. Y a-t-il une question? Pas d'observation? Oui, Monsieur Tomasi. C'est dû au départ des directeurs techniques, c'est ça? Je n'ai pas bien compris la délibération proposée. C'est un nouveau poste? Tout à fait. C'est une création de poste? Oui. D'accord. Dont on mutualisera une partie avec la CAVEM. On doit encore voir la forme, notamment pour pouvoir porter nos projets de réaménagement de bord de mer. À partir du moment où vous avez des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros, il faut évidemment renforcer aussi les équipes techniques, parce que vous avez d'une part voté, délibéré des plans d'investissement importants, et puis après il faut évidemment les hommes, les femmes et les compétences pour pouvoir les mettre en œuvre. La compétence n'a pas de prix, mais le manque de compétences peut avoir un coût. Donc c'est
pour ça que nous tenons à renforcer les équipes, parce que nous avons beaucoup de nouveaux projets. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, ok, c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Oui, par celle-ci, il s'agit d'approuver les termes de la convention de mise à disposition à temps partiel entre la commune et SRL Côte d'Azur Agglomération de M. Pierre Navarra pour assurer la mission de chauffeur et d'huissier, mise à disposition à hauteur de 70% pour 1 an, à compter du 1er juin 2021 et remboursée par la communauté d'agglomération. Voilà, dans le cadre de la poursuite de la mutualisation aussi avec la communauté d'agglomération, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Alors, celle-ci, c'est pour le SIPME. Suite à la démission de M. Maxime Grillet de ses fonctions de délégué titulaire et de M. Jacques Genoux de ses fonctions de délégué suppléant du syndicat intercommunal pour la protection du massif de l'Estérel, vous êtes invités à procéder à leur remplacement conformément au Code général des collectivités territoriales. Alors, il n'y a aucun problème avec M. Grillet. C'est une démission, c'est moi qui ai sollicité que M. Grillet, pendant quelques mois, puisse me laisser la place pour pouvoir représenter la ville et l'agglomération de manière plus générale au sein du SIPME. Il a la nécessité de donner aussi un élan. C'est composé essentiellement de maires et il était important que ce soit le maire de Saint-Raphaël, on est contributeur à plus de 30%, président de l'agglomération, qui puisse faire le point à un moment donné sur l'opération Grand Site, notamment sur ce qui a été mis en place, sur son budget et sur sa mise en œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle, et on avait aussi l'occasion d'en discuter avec les services de l'État, il paraissait que c'était une bonne chose pour que dans les prochains mois, je puisse aussi demander donc à m'occuper donc du SIPME et de sa présidence. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à M. Grillet, Maxime, je te remercie, puisque tu étais notre représentant, de bien vouloir me céder la place pour pouvoir représenter la ville de Saint-Raphaël. Donc voilà l'objet de la délibération qui vous est proposée. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Tout le monde est d'accord? On peut faire un vote à bulletin secret, mais s'il n'y a qu'un seul candidat, ça ne changera pas grand-chose. Donc, si tout le monde est d'accord, donc oui. Qui sera le délégué suppléant? Maxime Grillet. Ça vous va? Tout à fait, hein, c'était simplement une question. Voilà. Non, mais je tenais à donner le motif de, très bien. Voilà, de cette substitution. Donc, c'est adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne la sécurité. Donc, c'est moi-même qui la rapporterai. Comme vous savez, la police municipale et la police de manière générale connaissent un certain nombre d'évolutions ces dernières années et ces derniers mois. Donc, on va vers davantage de coopération entre la police nationale et la police municipale. J'en veux pour preuve notamment les groupements de partenariat opérationnel qui sont mis en place et qui sont des moments d'échange et de dialogue et de partage avec la police nationale, avec le commissaire divisionnaire, où on a l'occasion sur des problèmes ciblés de délinquance, de pouvoir échanger, et puis d'essayer de trouver donc des solutions à apporter, qui peuvent être par plus de présence policière, qui peuvent être par une révision peut-être de cycle, qui peuvent être par aussi l'implantation d'une caméra ou des dispositions techniques comme sur la gare routière qui consistaient à faire certains aménagements qui pouvaient aussi empêcher donc la circulation de jeunes. Donc voilà, ces différentes solutions et qui peuvent être mises en place au sein de ces groupements de partenariat opérationnels. Et parmi donc ces coopérations, nous pouvons bénéficier d'une expérimentation qui vise aussi
au partage d'éléments d'information à travers la convention de collaboration relative au pré-déploiement d'un système de télécommunication appelé PRRF. Concrètement, eh bien, ça vise, vous savez que l'administration fonctionne souvent en silo, donc vous pouvez avoir la gendarmerie qui a son propre mode de communication, la police nationale qui va son propre mode de communication, la police municipale, les pompiers, donc chacun peut communiquer et vous n'avez pas d'outils techniques qui permet aujourd'hui à ce qu'il y ait une communication globale et cet échange d'informations. Ce qui peut poser notamment des difficultés. Il y a eu des incidents d'ailleurs qui se sont produits. Lorsqu'il y a une intervention qui peut être faite sur site, eh bien, les premiers arrivés peuvent détecter une situation à risque et il est utile évidemment que cette information puisse être diffusée aux autres intervenants. Si vous avez une situation de danger, il est utile que le premier qui soit sur place puisse informer aussi les autres services et les autres forces de l'ordre ou les forces de secours qui vont intervenir de l'existence de ce danger. Donc, il s'agirait donc d'un système partagé, un peu sur l'idée ou le fondement du GPS. Donc, ceci doit être mis en place, doit être expérimenté, comme il s'agit d'un partage de données, vous avez un certain nombre de questions qui peuvent se poser quant à l'utilisation, quant au stockage qui pourrait être fait ou à la conservation de ces données. Dans un premier temps, il s'agit de pouvoir constater l'opérationnalité de ce système mis en place. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le préfet Lambert qui est chargé donc de la mise en place de ce dispositif et puis ça permet aussi eh bien, à la police d'être parmi les premiers puisque c'est évidemment un système d'avenir et on ne peut pas douter qu'on va vers l'évolution de ce partage généralisé des données. Donc je crois que c'est une très bonne opportunité de pouvoir bénéficier de cette expérimentation donc, qui nous est offerte avec ce partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Y a-t-il des observations sur cette question? Pas d'observation? Tout le monde est favorable? Donc si tout le monde est favorable, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. On aurait presque pu la proposer à deux voix entre M. Marty et M. Quedomar, mais ce sera M. Marty qui va la rapporter. Je vous remercie, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Il s'agit de la création d'un office de la mer et du nautisme. C'est un moment fort dans la vie du nautisme raphaélois et un engagement qui avait été pris devant les Raphaélois lors des élections municipales. Il est proposé au conseil municipal de donner à l'Office de la mer et du nautisme la forme juridique d'un comité consultatif, qui aura pour vocation d'émettre des avis sur la politique générale de développement maritime et d'animation nautique de la commune et de créer les synergies nécessaires entre l'ensemble des acteurs du nautisme et quel que soit leur statut pour mener à bien le programme de développement des activités nautiques à Saint-Raphaël. L'Office de la mer sera également interrogé sur la politique de développement et de valorisation du littoral et des infrastructures à vocation nautique, maritime et portuaire. C'est une institution qui permettra de mettre en œuvre une politique efficace d'animation et de développement durable des activités nautiques et qui s'inscrit dans un cadre global de valorisation de notre territoire et plus particulièrement de notre littoral. Il est proposé au conseil municipal d'associer dans la composition de cette instance des partenaires institutionnels, des assemblées délibérantes, monsieur le maire ou son représentant, des élus du conseil municipal de la ville de Saint-Raphaël, des élus du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée ou encore le vice-président de l'office de tourisme. Des acteurs nautiques, mais également des partenaires associés, comme le président de l'association Estérel Côte d'Azur ou son représentant, ou encore les autorités maritimes, le représentant de la Société nationale de sauvetage en mer de la station Saint-Raphaël,
le représentant de la gendarmerie maritime, un représentant de la DDTM et encore un agent en poste au sémaphore du drame. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la création du comité consultatif communal dénommé Office de la mer et du nautisme dans les conditions énoncées et de fixer la composition de ce comité consultatif tel qu'indiqué dans le projet de délibération. Merci beaucoup, Monsieur Marty. Donc, c'est effectivement un organe qui vise à faire davantage participer aussi les professionnels de la mer aux décisions les concernant. Nous aurons l'occasion prochainement de mettre en place l'Office du sport, des sports, sur un modèle similaire, et c'est important aussi donc de permettre aux usagers, aux principaux intéressés, eh bien d'être consultés de manière globale et pas toujours à travers les instances particulières ou spécifiques qui existent d'ores et déjà, ou bien à travers des assemblées d'associations. Puis ça oblige aussi tout le monde à travailler ensemble, ce qui est pas mal aussi, non plus de manière isolée, et d'avoir une vision aussi qui est plus globale et qui manque dans certaines occasions, parce que c'est ça qui permet d'avoir plus d'ambition et d'être plus efficace. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Non, personne. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Oui. Ah, oui, pardon. Je ne vous ai pas vu. Bonsoir, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Non, simplement pour souligner l'importance de la création de cet office de la mer et du nautisme, qui effectivement est très attendu à la fois par les professionnels, mais aussi par les associations. Le milieu du nautisme et de la mer est un milieu où il y a une juxtaposition de métiers, de fonctions, d'usagers de la mer, de sportifs, très très vaste. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a, à cause de la crise sanitaire, beaucoup de perplexité et d'attente et de difficultés. Je suis passé ce matin à la base nautique et au club nautique de Saint-Raphaël. Par exemple, il faut que vous sachiez que dans les mesures de restriction de navigation, actuellement, les supports ne peuvent pas embarquer plus de 2 passagers, parce que sur un bateau, il faut être espacé de 2 mètres. Donc tous les supports, les optimistes, les dériveurs, les bateaux qui peuvent embarquer des équipages ne peuvent pas naviguer en double ou en équipage. Donc seules les activités de navigation avec un seul navigateur ou un seul stagiaire sont possibles. Donc il y a beaucoup d'attentes, je dirais, et voilà, j'en ai discuté un peu avec les uns et les autres aussi. Je crois que c'est un outil qui nous permettra beaucoup de concertation et d'éclairage dans les orientations que nous prendrons. Merci beaucoup. Vous avez conservé le micro d'ailleurs, puisque je termine juste en disant que la délibération est adoptée à l'unanimité, et je vous le redonne donc pour la délibération suivante. Oui, merci. Donc, comme vous l'avez remarqué, le soleil arrive, la belle saison approche. On espère que la pression du virus va se tarir un petit peu et que la vie va pouvoir reprendre un peu. Et donc, en préparation de la saison estivale, comme chaque année, il vous est proposé donc d'examiner la convention avec le SDIS pour la surveillance de la baignade sur la ville de Saint-Raphaël. Comme chaque année, la communauté d'agglomération met en place un dispositif de surveillance des plages du littoral de Fréjus, Saint-Raphaël et Roquebrune-sur-Argence au début du mois de juin jusqu'à la fin du mois de septembre avec le SDIS du Var. Les conditions de cette participation du SDIS font l'objet de 3 conventions, dont l'une avec la ville de Saint-Raphaël. Ces conventions prévoient donc la mise à disposition de sapeurs-pompiers. Par exemple, il y a en général 16 postes au total sur les plages de la communauté d'agglomération. Sur le territoire de la commune Saint-Raphaël, 6 postes de secours sont concernés pour un montant prévisionnel de 137 306 €. Et il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat à intervenir avec le SDIS pour la surveillance des plages pour la période estivale 2021. Voilà, c'est une convention habituelle. Monsieur Spinnerny, eu égard à ses fonctions, ne participera pas au vote. Y a-t-il des observations? Non, qu'une. Donc c'est adopté, je suppose aussi, à l'unanimité. Donc la délibération suivante, toujours vous, Monsieur Kelomar.
Donc effectivement, donc là c'est pour la particularité de l'assurance de la plage du Veillat. Donc il s'agit d'une convention de prestation de services entre la commune de Saint-Raphaël et la communauté d'agglomération pour l'assurance de cette plage. Donc comme chaque année, la communauté d'agglomération met en place un dispositif de surveillance des plages en validant une convention tripartite. Et pour cette plage du Veillat, la surveillance de ce poste de secours, la commune fait appel du 2 juillet au 29 août, inclus au CRS MNS. Ainsi, il est proposé de passer entre la commune de Saint-Raphaël et la CAVEM une convention de prestation de services correspondant au fonctionnement de ce poste de secours, qui n'est pas inclus dans l'assiette initiale de la programmation du SDIS, pour un montant estimé à 23 364 €. Et il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de cette convention. Même chose que pour la délibération précédente, pas d'observation. Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Kedomar. Oui, donc là il s'agit d'une délibération qui concerne l'aliénation et la destruction de matériel nautique. Donc la base nautique municipale d'Aguet possède un bateau à moteur de 2014. Ce matériel est aujourd'hui hors d'usage, il doit être détruit et retiré de l'inventaire. Il s'agit d'un bombard C3, donc un semi-rigide. Voilà, donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Madame Ramy. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Il est demandé ici au conseil municipal d'approuver les conditions générales qui régiront la vente en ligne sur le site internet de la commune des prestations nautiques proposées par le centre nautique municipal. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Voilà, ici tout le monde est d'accord aussi, donc c'est adopté à l'unanimité. La suivante, une aide à une très belle association. Tout à fait, Monsieur le maire. Il s'agit ici d'évoquer la compagnie des archers de Saint-Raphaël-Val-Escure, malgré le contexte sanitaire qui continue son développement envers les Raphaélois et les publics en situation de handicap. En effet, elle a augmenté le nombre de ses adhérents de 40% cette année, afin de permettre à cette association de continuer son activité sur un terrain en plein air. Et en raison de la fermeture de la salle Passy, due aux mesures gouvernementales, il est proposé de lui attribuer une convention exceptionnelle d'un montant de 8 500 € pour l'achat de cibles Target. Oui, c'est une association qui n'avait pas beaucoup été aidée au cours des dernières décennies. Je me rappelle Madame Siffre qui m'avait souvent attiré. Elle est où Madame Siffre? Elle est là. Effectivement, vous avez eu souvent l'occasion d'attirer mon attention sur le travail réalisé par Monsieur Santoro. Vous avez aussi la prise en charge d'enfants qui souffrent de handicap toutes les semaines avec une attention bénévole et toujours bienveillante, et je crois que c'est la raison pour laquelle on vous propose une subvention un peu plus importante, mais je crois qu'ils le méritent très largement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vous remercie pour eux et pour Monsieur Santoro, donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, je crois que c'est Monsieur Tibéri. Oui, merci Monsieur le maire. L'association Extrême Glisse Événements organise les 5 et 6 juin 2021 une manche de la Coupe de France de paddle à Saint-Raphaël. Cette manifestation représentant un intérêt sportif national qui permettra également d'inscrire la commune comme un point remarquable de paddle et participant de belle manière à l'animation de la ville. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 8 000 € à l'association pour contribuer à son équilibre financier. Pour cette étape de Coupe de France, il est prévu 150 coureurs sur 2 jours pour participer à une épreuve technique de 1500 à 2000 mètres et à une épreuve de longue distance de 10 à 15 km. En animation complémentaire, une course pour les enfants ainsi qu'un sprint nocturne sont programmés. Le point central de l'événement est la plage du Veillat avec un village sur l'esplanade de l'Ayen. L'association souhaite également inscrire cette manifestation dans le long terme et obtenir d'ici 3 ans l'organisation du championnat de France ainsi qu'une manche de l'Eurotour. Il est toutefois précisé que le versement de cette subvention est subordonné à la tenue effective de la manifestation. Si cette dernière venait à être annulée compte tenu de la crise sanitaire et des conditions réglementaires en découlant, la subvention serait intégralement remboursée par l'association si elle a déjà été versée au moment de l'annulation ou ne serait pas versée par la commune dans le cas contraire.
Le dossier de demande de subvention exceptionnelle est consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal a été invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 8 000 € à l'association Extrême Glisse Événements et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations sur cette manifestation? Non, aucune. Tout le monde est d'accord. Monsieur le maire, moi juste, je suis membre de l'association, donc je ne prendrai pas part au vote. Sous cette réserve, donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Tibéri. Alors, l'association FUTNET Raphaëlois, donc pour les plus anciens dont je fais partie, c'est anciennement le nom de Tennis Ballon, souhaite organiser les 16, 17 et 18 juillet 2021 sur la place Coulée l'Estérel FUTNET Cup, qui réunira 2 tournois, le tournoi des champions et le tournoi des stars. Cet événement représentant un intérêt sportif permettant de faire découvrir ce sport en pleine croissance et participant de belle manière à l'animation de la commune. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 10 000 € à l'association pour aider à la mise en œuvre de l'aire de jeu sur la place Coulée. Pour information, cette édition telle qu'elle a été prévue serait une première en France. Cet événement réunira 2 facettes complémentaires, le haut niveau compétitif avec l'équipe nationale de la République tchèque, championne du monde en titre, l'équipe nationale de Suisse et les meilleurs joueurs français répartis en 4 sélections régionales, Méditerranée, Corse, Île-de-France et Atlantique, qui s'affronteront dans le tournoi des champions, et également la pratique ludique et conviviale avec la présence de personnalités connues, principalement issues du monde du sport, réunies dans le tournoi des stars. Le dossier de demande de subvention est consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal a été invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 € à l'association FUTNET Raphaëlois et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Oui, il y a également une aide du département pour cette manifestation, donc qui dépasse évidemment l'intérêt purement local, qui mettra de l'animation. Je crois que c'est aussi comme ça qu'on va refaire vivre notre ville progressivement. C'est en organisant ce type d'événement, à notre portée aussi. Il faut qu'ils continuent à être nombreux. On aura l'occasion prochainement de revenir aussi sur la saison culturelle. Donc il faut poursuivre ces plébiscités aussi par nos administrés, donc de faire vivre notre ville. Donc je vous remercie d'avoir porté ce projet. Y a-t-il des observations? Monsieur Tomasi. Oui, juste pour saluer les deux manifestations, hein, aussi bien le FUTNET que le stand-up paddle, qui vont dans le bon sens au niveau de justement l'engagement de la ville sur la réduction des sports qui seraient des sports carbonés. J'y avais pas pensé comme ça, mais ben voilà. J'accepte vos remerciements. Vous voyez, c'est ça l'enrichissement. Hein. Non. Est-ce que donc tout le monde est d'accord? Oui, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Madame Ramy. Alors, l'association Golf et Tennis Club de Val-Escure a obtenu de la Fédération française de golf l'organisation du championnat de France individuel senior messieurs et dames. Cette manifestation se déroulera sur le parcours plus que centenaire et reconnu dans la France entière de Val-Escure les 22, 23 et 24 mai prochains. Afin de proposer un accueil de qualité et de permettre à l'association d'équilibrer son budget, il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € à l'association Golf et Tennis Club de Val-Escure. Voilà, Madame Meyer ne participera pas au vote. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Ramy, poursuivez. Il s'agit ici d'évoquer, par le biais d'activités physiques sportives adaptées, l'association des sports, des loisirs et activités culturelles adaptées du jardin d'Asclépios, dit donc le SLACAJA, dont le but est de contribuer à la formation du jeune citoyen en situation de handicap au travers d'activités physiques sportives adaptées, souhaite participer aux Jeux nationaux sport adaptés jeunes du 15 au 17 juin 2021 sur l'île de la Réunion. Afin de permettre à cette association de concrétiser son projet, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 500 € à l'association pour contribuer à son équilibre financier
Et je tenais juste, monsieur le maire, à souligner le travail et l'investissement de cette association qui fait énormément de bien pour ces jeunes. Donc voilà, je tenais à souligner. C'est pour ça qu'il faut les aider. Les subventions ne sont pas des cadeaux, c'est ce qui permet de monter des événements qui ne pourraient pas être faits uniquement sur des fonds privés, ou permettre effectivement à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir aussi un peu d'ambition, qui profitent au-delà aussi parfois des membres du club, beaucoup plus largement à leurs adhérents. Donc ça, c'est important aussi de rappeler l'objet de la subvention. C'est pas un cadeau, c'est pour aider dans l'intérêt de la ville aussi. C'est un des critères, la réalisation d'un certain nombre d'activités. Et pour ceux qui le méritent le plus, effectivement, c'est toujours mieux. Tout le monde est d'accord ? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Ramy, vous pouvez poursuivre. C'est encore à moi. Alors, conformément à la réglementation en vigueur, une convention d'objectifs est obligatoirement signée avec chaque association dès lors que le montant de la subvention qui lui est allouée excède la somme des 23 000 euros. Une subvention de 40 500 € ayant été attribuée à l'association Saint-Raphaël Country Club, il y a lieu donc de conclure une telle convention. Voilà, ça c'est la formalisation de ce dont vous avez déjà eu à vous prononcer sur les subventions, mais effectivement, au-delà d'un certain seuil, il y a la nécessité d'une convention avec des objectifs qui sont posés. Je sais que vous avez l'occasion d'ailleurs de discuter avec les différentes associations bénéficiaires, et parmi ces objectifs, il y a la prise en charge de jeunes aussi, et on l'a posé comme absolue priorité et condition pour bénéficier de subventionnement important. C'est d'avoir une véritable politique tournée vers les jeunes, et également l'inclusion du handicap. C'est aussi un point qui est important. Ça fait l'objet aussi d'évaluation, de vérification à la fin de l'année, et si certains ne devaient pas tenir leurs objectifs, eh bien, je ne doute pas que vous aurez l'occasion d'en rediscuter l'année qui suivra. C'est important parce qu'auparavant, ce n'était pas formalisé de cette manière. Donc aujourd'hui, on a un cadre aussi beaucoup plus restrictif, et qui permet aussi de suivre l'utilisation de l'argent public. Exactement, tout à fait. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Madame Ramy, poursuivez. Eh bien, il s'agit de la même chose, seulement là, nous parlons donc de l'association Saint-Raphaël Natation, qui a eu donc une subvention de 63 000 €. Il y a lieu de conclure la convention d'objectifs. Tout à fait. Monsieur Kedomar, qui est un apnéiste et nageur de haut vol, ne participera pas à la délibération, puisque vous faites partie du club d'apnée, c'est ça ? Du SRN Natation, j'ai fait partie du club d'apnée, mais si vous me donnez la parole, monsieur le maire, bien volontiers. Juste pour souligner la qualité du travail qui est fait au Saint-Raphaël Natation, et à la fois sur la partie compétition, la partie école de natation, et puis la partie, comme la natation est un sport qui peut se pratiquer jusqu'à un âge avancé, j'en suis l'exemple, la qualité qui est faite aussi et qui est apportée aux adultes qui nagent à la fois en loisir et en compétition, puisque quand on voit les compétitions de natation, on voit qu'il y a des âges très avancés, des nageurs qui a même des catégories jusqu'à 90, 95 ans. Donc voilà, je voulais souligner la qualité du travail qui a été fait par le Saint-Raphaël Natation. Sport très exigeant, accessible à toutes les bourses, effectivement, et un travail très important avec des centaines de personnes donc, qui bénéficient des services de Saint-Raphaël Natation. Oui, monsieur Tomasi. Juste rajouter, pour compléter ce que vient de dire monsieur Kedomar, qu'il y a une opération Savoir nager qui a été initiée par le ministère de l'Éducation nationale et qui est donc une opération extrêmement importante pour tous les jeunes enfants et qui donc rejoint l'objectif qui est poursuivi dans le cadre de cette convention. Vous avez raison de le signaler. Vous avez de nombreuses villes où il y a des problématiques importantes parce qu'il n'y a plus de piscine et les enfants n'apprennent plus à nager. Nous, on bénéficie d'une installation qui est tout à fait remarquable, mais c'est un vrai problème aussi. On le voit aussi dans certains quartiers, d'enfants qui ne vont plus à la piscine et donc qui ne savent pas nager. Or, ça devrait être quelque chose qui serait tout à fait obligatoire parce qu'on peut tous se retrouver un jour ou l'autre effectivement confrontés à cette nécessité.
C'est comme lire et écrire. Donc, vous faites bien de le signaler. Y a-t-il des observations? Donc, une, tout le monde est d'accord. Donc, Saint-Raphaël Natation vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Il s'agit encore d'élaborer, donc de parler de la dernière convention d'objectifs que je vous présente. Donc là, ici, nous parlerons de l'association Saint-Raphaël Var Handball, qui a reçu donc la subvention de 125 000 €. Il y a lieu ici de conclure également la convention d'objectifs. Aussi, avec une politique tournée vers les jeunes, nous montrer ce qui est fait, les formations, le nombre de jeunes, tout ceci doit pouvoir être aussi évalué, évaluable, pas aux jeunes près ou à l'euro près, mais il faut quand même qu'on voit les grandes tendances. Il faut que nos clubs professionnels puisent dans un vivier local. Les clubs professionnels ne doivent pas être des équipes formées par des joueurs venant de l'extérieur. Je crois que l'accompagnement du sport professionnel peut se poursuivre et s'il est bénéficiaire à tout le monde. Si vous avez des équipes sans centre de formation, l'intérêt local est évidemment beaucoup plus réduit que si vous avez un centre de formation donc, puissant, construit, ce qui est le cas du handball. C'est la raison pour laquelle il faut l'aider. Il faut être très vigilant parce que sinon on n'a qu'une équipe de professionnels, ce qui peut avoir qu'un intérêt assez relatif pour le territoire et pour les habitants. Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord? Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi, elle va nous casser l'ambiance. Allez-y. Non. Je rappelle que l'État a transféré aux collectivités territoriales la pleine maîtrise de la compétence gestion de stationnement payant sur voirie, gestion qui est devenue une simple modalité d'occupation du domaine public. En cas de non-paiement spontané, un forfait de poste-stationnement se substitue à l'amende pénale. Ce forfait de poste-stationnement peut être contesté par le dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire, le RAPO, pour simplifier. Un rapport annuel de ces recours doit être établi et vous être présenté pour en prendre acte. Au cours de l'exercice 2020, le service de la police municipale a instruit 234 RAPO sur 6 594 forfaits de poste-stationnement, contre 647 sur 18 564 forfaits en 2019. L'instauration de la zone bleue est passée par là, ainsi que l'effet Covid. 155 ont été acceptés, 58 ont été rejetés et 21 jugés irrecevables. Le délai moyen de traitement est de 5 jours, 6. Vous retrouverez tout le détail des informations dans le rapport point par point et je vous invite à prendre acte de ce rapport annuel 2020 comme proposé. Merci. Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. La dernière délibération est une prise d'acte sur un compte-rendu de délégation de compétences qui me sont accordées. S'il n'y a pas d'observation, je vous remercie pour la qualité de ces échanges au cours de ce conseil municipal qui est donc clos. Merci beaucoup. Très bonne fin de soirée et à bientôt.